Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Douglas Faucam. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, d'ailleurs, si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer les cloches de notification pour ne pas manquer les contenus que je poste ici. Quel genre de contenu est-ce que je poste? Je vais à la rencontre des entrepreneurs pour qu'ils nous partagent les réalités de leurs entreprises. Je suis persuadé que tout ce que je partage avec vous sur mes entreprises, de l'appartement meublé, de la ferme porcine, je suis persuadé que ça ne sera jamais assez suffisant pour compléter avec voilà les expériences d'autres entrepreneurs. Si tu es nouveau, abonne-toi et active les cloches de notification pour ne vraiment pas manquer les histoires et les expériences des gens qui vont t'aider à beaucoup progresser dans ton business. Aujourd'hui, je suis en Allemagne, je suis dans la ville de Munich. Je suis allé à la rencontre de François. François, c'est, comme vous allez le découvrir tout au long de... Je ne vais pas dire que c'est une interview, ça a plutôt été une discussion entre François, moi et vous, parce que durant même la vidéo, il va vous poser beaucoup de questions. J'avoue que je ne connaissais pas aussi l'histoire derrière les produits de François, donc je découvre tout cela avec vous dans la vidéo. Vous n'allez pas voir le temps passer, c'est interview ou alors discussion très passionnante. François, il est très ouvert et voilà, on va dire c'est un entrepreneur qui est à l'origine de tous ces produits. Et le plus important, la chose la plus intéressante, d'après moi, bien sûr, vous allez me dire ce que vous pensez après la vidéo. Pour moi, c'est pas seulement ces produits la chose la plus intéressante, mais c'est aussi ce qu'il pense, c'est l'idée qu'il a derrière les produits. Je suis persuadé que vous connaissez 2 ou 3 personnes qui font des produits cosmétiques, qui vendent sur Internet, mais le plus souvent, il n'y a pas cet attachement-là entre l'origine du produit. Les gens viennent seulement, ils nous vendent les produits, ils nous vendent les bienfaits de leurs produits, mais vous allez découvrir dans la vidéo, comme je le dis, François, il est beaucoup attaché aux racines de son produit, d'où est-ce que son produit vient, c'est quoi l'ingrédient et aussi comment est-ce que vous aussi, vous pouvez faire pour pouvoir avoir des produits comme ça, que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit des yaourts, que ce soit, bref, comment vous pouvez avoir des produits en Europe qui respectent des normes avec des packaging bien faits et qui sont légalisés par l'État allemand. Il va vous expliquer comment tout cela se passe. Restez scotchés, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bonsoir François. Bonsoir Douglas. Voilà, c'est un plaisir de t'accueillir dans notre chaîne, tu vois. C'est que la chaîne, ça a été fait pour montrer les réalités du business. Ça a été fait pour montrer qu'il y a des entrepreneurs, je veux dire un peu cachés, comme toi, qui font des choses fantastiques et qu'il faut voilà montrer comme ça aux yeux du monde pour que les gens puissent s'inspirer de ce que tu fais. Mais on va apprendre tout cela tout au long de cette vidéo. Je vais d'abord commencer par te prier de te présenter pour que voilà on puisse mieux connaître qui se cache derrière les produits que tu vas aussi présenter par la suite. Ok, merci Douglas, une fois de plus, merci de m'accueillir sur ta chaîne, merci de m'avoir donné cette opportunité, c'est vraiment un grand honneur et vraiment aussi un privilège, comme j'ai l'habitude de le dire. Et voilà, malheureusement nous n'avons pas assez de temps, je vais aller tout droit au but, je vais me présenter, je m'appelle François Chukwuemeka. Je suis le créateur et le coproducteur du masque régénérateur, de la crème régénératrice, de la lotion régénératrice et aussi du gommage régénérateur François Visage. Voilà, je suis né à Manjo, où j'ai fait mes études primaires. Après, je suis allé au lycée du Maningouba et j'ai passé mon bac après 1 an au collège Lélé. Et mon papa a eu la fantastique idée de m'envoyer en Guayaquil pour pouvoir découvrir vraiment le pays, comme on a l'habitude de le dire. Et voilà, nous appartenons à cette génération qu'on avait cru être perdue, la génération de des villes mortes. Ouais. Mais c'était une expérience qui nous a mûri. Donc après 1 an en Guayaquil, voilà, mon père et ma mère ont aussi eu l'idée de me demander de rentrer dans leur pays d'origine, qui est le Nigeria.
Alors, Ouais, j'ai voulu demander tout à l'heure, quand tu t'es présenté pour dire que tu t'appelles François Chukwuemeka, je voulais dire, ouais, c'est le nom là. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ont aussi eu cette impression de, wow, c'est quoi ce nom, alors qu'on pensait tous qu'il était camerounais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, ce qui se cache derrière ce nom? ah oui, ouais, comme j'ai l'habitude de dire hein, aux gens autour de moi, je suis le plus camerounais des Nigérians et le plus nigérian des Camerounais. Ça c'est bien, ça c'est fantastique. Oui, et je suis sûr que mes amis d'enfance, ceux qui m'ont côtoyé de très près, ils vont toujours rire quand je vais me présenter comme ça. Mais ils le savent aussi. Hein, et quelque part, je trouve ça comme une richesse incroyable. Et si vous avez connu la culture anglophone, en grandissant, parce que dans la famille, on ne parlait que la langue maternelle, qui est la langue Igbo, et bien sûr l'anglais et le pidgin. Et à l'école, vous ne parlez que le français, vous commencez à vous rendre compte que vous avez un plus. Et à un certain âge, vous aimeriez partager ce plus avec les gens autour de vous. Ouais. Voilà. Et ce plus vient du fait aussi d'avoir commencé à voyager, à faire des longs voyages du Cameroun jusqu'au Nigeria à l'âge de 2 ans et demi déjà. Hein. Moi, je me rappelle encore de des bottes que mon grand frère et moi nous portions au village. C'était nos bottes rouges et tout le monde. Mais est-ce que cette double culture là, si je peux appeler ça comme ça, est-ce que ça t'a apporté un plus? Du côté de l'Allemagne où tu es venu. Quand est-ce que tu es arrivé en Allemagne? Oui, voilà, je continue alors avec mon curriculum à Studium. Voilà, après un an en Guayaquil, je suis allé au Nigeria. J'ai eu aussi la chance d'être inscrit à la première et l'une des meilleures universités au Nigeria, qui est l'université de Nsukka. Et c'est de là qu'après 1 an et demi, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse de la DAAD. Hein. La DAAD, c'est la Deutsche Akademische Austauschdienst pour le semestre à l'étranger. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Allemagne en 1994. 1994? Ah oui. Ah, tu es un vétéran, toi. Ah oui. Si je fais la comparaison sur moi qui suis arrivé en 2015. Oui, c'est incroyable. De temps en temps, je dois même me cligner les yeux ou bien me gratter les yeux pour dire waouh, ça fait un bail que tu es là. Et c'est surtout quand on rencontre les gens qu'on avait connus et quand on venait d'arriver, on se dit waouh. Ouais, quel parcours. Exactement, quel parcours. Oui, alors, et c'est en 1994 que j'ai su aussi que nous avions vraiment un bac solide au Cameroun parce que nous étions venus pour un semestre à l'étranger et nous avons aussi eu l'idée de nous inscrire ici dans des universités et aucune université avait refusé notre demande. Moi particulièrement, j'avais fait une demande à Saarbrück, à Francfort, à Darmstadt et à Stuttgart. Bon, et puis j'ai choisi Francfort. C'était quoi ta formation? Tu t'es formé dans quel domaine? Oui, à Francfort, j'ai commencé avec ce qu'ils appellent ici VWL, ça c'est l'économie, exactement, les sciences éco, Volkswirtschaftslehre. Et après certains semestres, on était obligé de faire la gestion de l'entreprise. Oh non, pardon, nous commencions tous avec la gestion d'entreprise. Voilà. Et c'est après maintenant qu'il faudra se spécialiser. D'accord. Voilà. Et voilà pour les questions de famille. J'ai donc quitté Francfort pour venir à Munich. Voilà. Et puis quand je suis arrivé à Munich, j'ai commencé à travailler comme étudiant à l'aéroport de Munich. Et c'est de là que j'ai eu à découvrir l'Allemagne avec d'autres yeux. J'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe autour de moi. Et voilà, pour question de famille, j'ai donc dû suspendre mes études et faire les études parallèles au travail. Ah d'accord, travailler et étudier en même temps. Travailler et étudier en même temps, oui. Cela m'a coûté beaucoup de pognon, voilà. Mais c'est vraiment là où j'ai eu vraiment la toute première idée
de pouvoir entreprendre quelque chose. Ouais. Et je ne sais pas si au cours de l'interview, on viendra sur ce thème. Mais... Non, justement, ça me pousse à te poser la prochaine question. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu entends par entrepreneuriat? Par exemple, moi, quand j'ai cette discussion avec des amis ou alors avec certaines personnes sur ma chaîne, dans les commentaires ou en privé, quand je donne toujours ma définition de l'entrepreneuriat, les gens sont toujours surpris, tu vois. Les gens me disent que, en fin de compte, c'est pas différent du salariat, et j'aime toujours préciser, je ne suis pas là pour opposer le salariat à l'entrepreneuriat. Très bien. Pour moi, quand aujourd'hui, j'ai la possibilité de dire que j'arrête tout ce que je fais en Europe, je rentre au Cameroun, je me consacre à ma ferme et je prends le temps qu'il faut pour pouvoir développer mon activité, tu vois, sans forcément être directement millionnaire à côté. Ça, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat, cette liberté-là que j'ai à tout moment de décider de faire ce qui me tient à cœur, tu vois un peu. Et pour toutes les autres personnes, c'est être entrepreneur, ça veut dire liberté financière, avoir beaucoup d'argent dans le compte, être libre d'aller aux États-Unis, au Canada, en France à tout moment, tu vois, ne plus avoir besoin de travailler. Or, pour moi, c'est tout le contraire, quoi. Quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup plus. Tu vois, imagine aujourd'hui, nous sommes entrepreneurs et salariés. Ça veut dire que je finis de travailler pour le blanc et je rentre travailler pour moi jusqu'à 1h, 2h du matin. Ça, tu vois? C'est vrai, et à 8h, je me relève, je vais travailler pour le blanc. Donc, c'était juste pour pouvoir un peu, t'expliquer que pour l'entrepreneuriat, le concept entrepreneurial, c'est différent pour plusieurs personnes. Alors, donc, ça nous intéresse de savoir, pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Oui, bon, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi le fait d'avoir une certaine sorte d'assurance. Voilà. Pourquoi? Parce que l'idée de vraiment créer quelque chose ici en Allemagne est partie après les événements du 11 septembre 2001. J'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, exactement. Alors j'étais en ce temps-là, en même temps, étudiant et je travaillais à l'aéroport. Et j'ai vu comment, l'espace d'une journée, plusieurs compagnies aériennes sont tombées en faillite. Bon, je ne vais pas les citer ici pour peut-être me protéger juridiquement, mais puisque nous étions dans les bureaux et en passant, je travaillais déjà comme agent technique et commercial des aéroports. Voilà, et c'est ce que je suis professionnellement, quoi. Voilà, ce qu'ils appellent ici Service Kaufmann in Luftverkehr. Exactement. Et je suis aussi ce qu'ils appellent Fachwirt für Tourismus. Ça, c'est aussi agent technique commercial de la gestion touristique, surtout de tout ce qui concerne le tourisme, que ce soit les moyens de locomotion, en passant par les moyens de régénération, quand par exemple dans une entreprise ou bien quelque part quelqu'un est malade, il rentre au travail, après il repart pour faire une cure de régénération de jouvence. Bon, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Mais alors revenons maintenant sur l'histoire de l'entrepreneuriat. Alors après le 11 septembre 2001, plusieurs entreprises sont tombées en faillite. Nos collègues qui n'avaient pas un CDI, un contrat durée illimitée, ont vu comment leurs heures de travail avaient été drastiquement réduites. De telle enseigne que le mois qu'ils suivaient, ils n'ont pas pu avoir de l'argent, ne serait-ce que pour payer leur loyer. Leur vie a complètement basculé du jour au lendemain, suite aux événements indépendants de leur volonté. Voilà. Et là, je me suis dit, François, il faut te rappeler de ce que maman disait tous les temps, qu'il ne fallait jamais mettre tous les œufs dans un panier. Voilà. Et c'est là où j'ai créé pour la première fois une compagnie, une agence courriel, quoi. C'était quand il n'y avait que 2% de la population qui faisait les achats sur Internet. Vraiment 2%. Et c'était les gens très éduqués, des gens qui s'y connaissaient vraiment, ceux qui n'avaient pas peur des data ou bien de l'ordinateur, parce que c'était les gens se disaient, oh, je dois donner mon adresse. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme la crypto-monnaie aujourd'hui?
Je veux dire, aujourd'hui, avec l'investissement sur place, comme les produits que tu fais, comme l'élevage, comme l'immobilier, et aussi avec la crypto-monnaie où les gens se disent plutôt, oh, je veux pas entrer dans ça, j'ai peur qu'on m'arnaque et tout. Exactement. Alors, c'était comme ça. Et en ce temps-là, il n'y avait que les compagnies de téléphone qui vendaient leurs téléphones par courriel. Par exemple, quelqu'un fait la commande d'un portable et nous étions les responsables commerciaux qui allaient maintenant rencontrer le client et amener le client à signer le contrat. Et à travers cela, on devait contrôler des trucs comme les cartes d'identité, le passeport, voir si la personne avait... D'accord. Alors ça, c'était mon tout premier boulot. Donc c'était une entreprise personnelle, comme on le dit, Einzelunternehmer. Et c'était très intéressant de voir que vraiment, je pouvais aussi à la fin du mois écrire une facture comme une entreprise. Voilà. Et c'était vraiment partie du fait qu'il fallait pas mettre tous les œufs dans un panier. D'accord. Oui. Et malheureusement, après des problèmes de famille, bon voilà, j'étais obligé d'arrêter avec cela. J'ai donc fait une pause avant. Si ça ne te dérange pas, tu peux aussi nous dire un peu plus sur ces problèmes de famille, hein, parce que je pense que la majorité, du moins plusieurs personnes qui me regardent vivent en Occident et nous sommes tous confrontés à des problèmes familiaux. Chacun à son niveau, chacun a ses types de problèmes. Mais voilà, peut-être quelqu'un d'autre. Après, si ça ne te dérange pas, bien sûr, mais peut-être quelqu'un d'autre peut vivre la même chose que toi. Et à travers cette discussion, il a directement la solution qu'il faut pour résoudre ces problèmes, quoi. Voilà, c'est bien, puisque c'est même d'ailleurs le deuxième volet de mon parcours entrepreneurial, parce que j'ai voulu aussi que les jeunes autour de moi puissent profiter de mon expérience. Je me suis dit non, mais c'est pas parce que j'ai essayé une première fois, ça n'a pas marché, que je vais pas essayer une deuxième fois. Voilà. Alors, comme j'ai dit, j'ai créé ma première entreprise, c'était en 2001. Voilà. Et en 2000, c'était je crois en 2007, voilà, j'étais obligé d'arrêter. Pourquoi? Parce que je travaillais beaucoup et je n'avais plus assez de temps pour la famille. Ah d'accord. Exactement. Tu l'as si bien dit. Tu vas travailler en tant que salarié. Dès que tu rentres à la maison, tu travailles pour on toi. espère que bon, voilà, le mari arrive, l'enfant est là, il sera content, que nous tous nous allions peut-être entreprendre quelque chose, jouer ensemble, faire du sport ensemble, aller au restaurant ensemble. Ah ben non, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied devant son ordinateur pour travailler, pour écrire les factures et pour faire des déclarations d'impôts et bien d'autres choses. Alors, ça a été vraiment dur, c'est pour cela qu'il fallait d'abord arrêter et aussi pour et si c'était à refaire, tu l'aurais refait, tu aurais fait exactement la même chose, tu aurais sacrifié ton business, ta passion pour la famille. Parce que ça, souvent, c'est une difficile très difficile. Non, exactement, non. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est ce que j'ai maintenant aussi, avec le temps, choisi. C'est-à-dire trouver toujours l'équilibre dans tout ce qu'on fait. C'est aussi un peu comme les condiments que nous tous nous aimons bien, surtout moi aussi. Dès que vous dépassez la dose du condiment, alors son effet devient néfaste pour la santé. L'entrepreneuriat ou bien le travail, le temps, c'est aussi ça. Alors, qu'est-ce que je ne ferais pas? Je ne ferais pas mon boulot où je serais disponible 7 jours sur 7. Alors, ce que je referais, c'est de consacrer au moins 2 jours à la famille. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tu aurais trouvé le temps pour ton travail, le temps pour ton entreprise et le temps pour la famille. Exactement, oui. D'accord. Et c'est faisable. Si quelqu'un vous dit que c'est pas faisable. Après aujourd'hui c'est faisable. Je discutais encore avec mon entreprise qui suit aussi beaucoup mes réalisations. Hein. Très bien. C'est peut-être là où ça va peut-être surprendre plus d'un parce que mes amis aussi me reprochent le fait que je suis très ouvert au boulot, tu vois. Et je commence comme ça petit à petit à quitter l'entreprise et l'entreprise aussi sans
ça. Voilà. Et ils étaient on était en train de discuter sur une possibilité comme ça, mais on n'est pas allé plus loin. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile de travailler à temps partiel et d'avoir sa place en entreprise très assurée. Est-ce qu'en 2007, c'était forcément le cas? Est-ce que c'était possible? Non, ce n'était pas possible. Et si maintenant on est dans un pays où c'est pas forcément possible, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là qui veut en même temps ne pas créer de problème à sa famille et en même temps suivre sa passion? Qu'est-ce que tu peux conseiller à la personne? Oui, je conseille à la personne de déléguer beaucoup de tâches, quoi. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Oui. Ça c'est des choses qu'on ne savait pas. Il y a quelque chose qui me vient par exemple à l'idée maintenant, c'était quand j'avais lancé François Visage, Gesicht Maske, c'était le tout premier en Allemagne. On va avoir le temps d'en parler. Exactement, oui. Et il y avait quelque chose de sensationnel que j'ai vécu. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle maintenant ou bien c'est peut-être pour plus tard. Vas-y, sens-toi libre. Voilà. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment dit, ah ouais, il faut rester dans l'entrepreneuriat. Alors, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui est un de nos nouveaux joueurs dans l'équipe de foot, qui est un journaliste connu ici en Allemagne. Voilà. Et il m'a demandé ce que je faisais. Alors quand je lui ai dit que je travaillais à l'aéroport et qu'en même temps, j'étais aussi un vendeur de cosmétiques, il s'est d'abord marré de moi et il a demandé, oh mais raconte-moi l'histoire de François Visage. Et quand je lui ai raconté, il a dit, waouh, ça c'est vraiment une histoire très très intéressante. Alors il en a parlé à sa collègue qui travaille dans un journal régional ici dans la Bavière et voilà, elle s'est intéressée à l'histoire de François Visage. J'espère qu'on aura l'opportunité de raconter le départ. Bien sûr. Et elle a donc elle m'a présenté ici à la Bavière comme l'homme du jour dans son journal. Et c'était vraiment du jamais vu, comme nous avions l'habitude de le dire au pays. En 2 ou 3 jours, j'avais épuisé tout le stock. D'accord. Voilà. Et c'était une expérience inédite. Et à partir de là, tu t'es dit que ça, c'est un business que tu dois développer. Exactement. Et qu'il ne fallait pas laisser tomber. C'était pas, ça ne devait pas être facile parce que je n'étais pas aussi préparé. Voilà, j'étais pas préparé. Et c'était vraiment, comme on le dit si bien, un vrai booster, quoi. Voilà. Donc, quand l'opportunité arrivera, je crois que je t'en parlerai beaucoup plus de l'histoire. Tu peux nous raconter, tu peux nous dire maintenant. On peut commencer. Je vais aussi faire passer la vidéo avec tes produits pour qu'on puisse voir, voilà, exactement le paquet, parce que le packaging aussi est très bien réalisé. Merci. Tu vois, on a rien à envier aux produits de DM. Tu vois, aux produits Nivea aussi et tout. Tu vois, on a un paquet là. Je sais pas si c'est visible à la caméra, mais voilà, on peut appuyer, on peut exercer la pression et obtenir exactement la quantité, la dose qu'on aimerait avoir. Tu vois, c'est pas les produits qu'on va ouvrir et avoir une grosse boîte. Il va falloir faire attention. Donc le packaging est très bien réalisé. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler, si tu veux, étape par étape, voilà, l'histoire derrière tes produits, comment ça a commencé, pourquoi ces produits et pas un autre produit? Alors, je crois que je l'ai déjà raconté une fois, quand j'étais invité au Business Forum du KKMF, c'était à Nuremberg, il y a quelques années, et quand j'ai raconté, tout le monde était vraiment émerveillé, ils étaient étonnés parce que beaucoup me connaissaient comme un aficionado du foot. Nous on veut aussi être émerveillé, et du sport. François. On veut aussi être émerveillé, vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Après la première expérience de ma première licence professionnelle en tant qu'agent, gestionnaire et technique des aéroports, j'ai trouvé le goût de faire ce qu'on reproche à beaucoup de Camerounais, c'est-à-dire rassembler les diplômes. Alors je me suis réinscrit pour une autre deuxième licence professionnelle et dans le tourisme, quoi. Et un jour, un de nos professeurs, notre professeur de marketing et de gestion d'entreprise,
Alors j'en profite pour lui dire une fois de plus merci, hein, c'était à Monsieur Berg. Nous devrions être 25 étudiants, et ce jour-là, nous étions, je crois, que 11, ou bien peut-être moins, même de 11, et il a jugé que c'était pas nécessaire de poursuivre ce qu'ils appellent ici en Allemagne le Rahmenstoffplan, c'est-à-dire c'est le plan d'études que l'on doit suivre pendant un semestre, ou bien au deuxième semestre, ou troisième, ça dépend. Alors, il a commencé à faire du small talk. Et il y a eu cette question qui nous a tous posé. Qu'est-ce que vous pensez être ce qui fait la force, la puissance et le bien-être d'un pays, d'une communauté ou bien de certaines personnes? Alors, nous, étudiants qui étions là, personne n'a pu répondre. Pourtant, nous étions assez mûrs, quoi. Nous étions même tous d'ailleurs des travailleurs. Voilà. Personne n'a pu répondre. Ou bien il a dit, bon, chacun donne sa version. Et à la fin, il a dit, bon, voilà, ce qui faisait la force d'un pays, c'était la déposition des marques. Voilà, c'est combien de marques déposées est-ce qu'un pays a pu faire en une année. C'est là où il nous avait dit que les Japonais étaient les meilleurs au monde. Et c'est avec le temps maintenant que moi, j'ai compris comment un pays qu'on dit être petit et qui n'a pas de matière première, mais est le deuxième pays ayant le plus de millionnaires dans tout le monde entier. Après les États-Unis. C'est le Japon qui suit, et après le Japon c'est l'Allemagne, et il paraît même que bientôt la Chine va même détrôner l'Allemagne pour ce qui concerne les gens qui créent des valeurs, et pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat, bien sûr les valeurs monétaires et financières. Bon voilà, le Japon était vraiment en ce temps-là le deuxième pays après les États-Unis. Alors quand il a dit ça, je me suis dit waouh. Si c'est la création ou bien si c'est la déposition des marques qui joue un grand rôle, il va falloir aussi que François puisse déposer une marque. Ça, c'était le premier déclic pour l'entrepreneuriat. Deuxième déclic, c'était le même professeur, ça c'était encore un autre cours. Il nous a dit, aussi dans les small talk, qu'il n'y avait rien que les Allemands ne pouvaient pas produire dans ce monde. Qu'en matière de production, les Allemands sont les numéro 1. Et je me suis dit dans la tête, waouh, ce qui veut dire que si je leur demande de faire quelque chose avec moi, ils vont pouvoir le faire. Et voilà, j'ai pris un jour un rendez-vous, comme c'est le cas aussi en Allemagne, les professeurs ont ce qu'ils appellent Sprechstunde, et que je vraiment conseille aux plus jeunes de prendre cela au sérieux. Nous, on avait peur quand on venait d'arriver d'aller prendre rendez-vous pour pouvoir discuter avec un professeur. Vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est son travail. Voilà, il est payé pour ça, si vous voulez qu'on mette ça d'une autre manière. Alors, j'ai donc pris rendez-vous un jour avec ce professeur. Je lui ai dit ce que j'avais dans la tête comme idée. Alors il m'a dit les étapes. Et j'ai pris un peu de recul parce que c'était plusieurs étapes qu'il fallait franchir pour pouvoir produire quelque chose en Allemagne. Justement, ce que je voulais te demander, c'est quand tu allais voir ton professeur pour qu'il t'explique voilà, les processus pour pouvoir déposer une marque, est-ce qu'à partir de ce moment, tu avais déjà un produit en tête? Parce que c'est souvent aussi ça le problème, mais souvent plusieurs d'entre nous sont confrontés à cette situation où on brûle, on a vraiment une passion, on sait exactement qu'on veut entreprendre, tu vois. On s'imagine très bien dans un environnement entrepreneurial, mais on ne sait pas forcément quel produit est-ce qu'on doit lancer, tu vois. On ne sait même pas quel business est-ce qu'on doit lancer. Tu as des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais qui ne savent pas quel business est-ce qu'ils doivent faire, quoi. Donc, est-ce qu'à partir du moment où tu es allé voir ton professeur, tu avais déjà un produit en tête? Si oui, comment tu as fait pour trouver le vrai produit? Oui, en fait, j'avais déjà une idée dans la tête.
comme j'ai dit tout à l'heure, quand il nous a dit qu'il n'y avait rien que les Allemands ne pouvaient pas produire, j'avais en tête la recette que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient déjà léguée, une recette familiale. Ma grande sœur aussi m'en avait parlé. Même ma petite sœur m'en avait aussi parlé, puisque c'était quelque chose qui avait trait à la cosmétique, quoi. Alors j'avais cette idée en tête de faire usage de la recette familiale pour pouvoir voilà, entrer en production, quoi. Produire quelque chose qui pouvait aider les gens autour de moi. Et pourquoi? Parce que j'avais aussi constaté que cette recette était très 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 efficace. Au trop tard, le jour qu'une collègue m'a une fois demandé en plein boulot, il m'a dit, mais François, toi tu n'es pas une femme, mais chaque fois quand on voit ta peau, on a comme l'impression que tu prends soin de cette peau tous les temps. Et puis je lui ai dit en passant, elle dit, ah oui, c'est la recette de mes grands-parents que j'essaye d'utiliser une fois par semaine. Elle a dit, oh, et quelle est cette recette des grands-parents? Alors je lui ai raconté ce qu'elle devait faire. Et elle a trouvé ça un peu bizarre. Elle a dit, ah ben non François, moi je peux pas me permettre de mettre quelque chose de bizarre comme ça sur ma face. Mais ce qui était amusant, c'est que 5 années plus tard, cette même collègue est venue et elle m'a dit, ah François, est-ce que tu peux me réécrire la recette dont tu m'en avais parlé pour pouvoir prendre soin de ta face? Et puis je lui ai dit, ah, tu dois malheureusement attendre parce que je travaille actuellement avec une compagnie, avec un laboratoire allemand et j'ai signé avec eux un contrat de silence, hein, comme on le dit si bien ici en Allemagne. Schweigepflicht. Je ne devais plus parler à personne de cette recette fantastique qui aidait vraiment. Et voilà, c'est cette idée que j'avais en tête. Et j'ai donc parlé au professeur que bon voilà, ce que j'ai envie de faire, est-ce que ce serait possible? Alors il fut le premier aussi à me dire que voilà, pour pouvoir produire quelque chose de pareil, il faut d'abord passer par l'office responsable des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques en Allemagne. Et en ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui où on pouvait passer par Google pour trouver facilement les adresses. Bon voilà, j'ai pris le gros livre allemand qu'on appelait le livre jaune, Gelbe Seite, ou bien les pages jaunes. Alors j'ai donc cherché un professeur, docteur, responsable à la Bavière des produits pharmaceutiques et cosmétiques, avec qui j'ai donc pris le premier rendez-vous, à qui vous avez donné la première recette. Il a analysé la recette et il m'a dit, bon non François, vous savez, si dans notre pays vous voulez vendre quelque chose comme ça, vous n'avez pas le droit de le produire dans votre cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc ouvrir un laboratoire et ouvrir une salle de dépôt. Et après avoir raconté tout ça, il a constaté que je m'étais découragé parce que les prix étaient vraiment exorbitants. Ça disait beaucoup d'argent qu'il fallait dépenser pour avoir une enseigne pareille. Et à la fin, il m'a dit, je constate que vous avez peur ou bien vous avez comme l'impression que ce n'est pas possible. Mais chez nous en Allemagne, il existe ce qu'on appelle Lohnhersteller. Alors c'était la première fois que je découvrais ce mot. Un mot que chaque fois quand je demandais autour de moi, est-ce que vous savez ce que cela voulait dire? Alors les gens ne savaient pas. Aujourd'hui d'ailleurs c'est devenu même très populaire, je peux me permettre de vous le dire. C'est ce qu'on appelle les sous-traitants. Mm-hmm. Voilà, c'était quelque chose que même nos prédécesseurs, hein, nos professeurs qui sont arrivés ici les premiers avant nous, ils n'ont pas su que cela existait ou bien ils n'ont pas su transmettre
à la génération qui devait venir plus tard. Pourquoi? Parce que c'est chez ces sous-traitants que vous avez les meilleurs en Allemagne, qu'on appelle ici d'ailleurs les Hidden Champions. Voilà. Vous pouvez faire des recherches sur ce qu'on appelle en Allemagne les Hidden Champions, c'est-à-dire les champions cachés. Ce sont ces entreprises familiales qui font les meilleurs produits du monde, mais qui n'ont plus besoin de clients. Pourquoi? Parce que ce qu'ils produisent, c'est des choses qu'on ne peut pas produire industriellement. C'est pas facile d'expliquer aux gens qui ne s'intéressent pas à la production ou bien à l'industrie. Non, non, au contraire, moi je pense que c'est très fascinant. Hein. Bon, je ne sais pas ce que nos téléspectateurs en pensent, mais pour moi c'est très fascinant parce que comme je l'ai dit en introduction, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends avec vous, chers abonnés, tout ce que François est en train de nous dire. Et comme petite anecdote, pour que tu comprennes l'importance et la portée de ce que tu es en train de dire, j'ai un frère dans la communauté, toujours dans la ville de Nuremberg où j'ai étudié, qui il a lancé une recette de Kosam. Le Kosam, c'est, je sais pas comment on l'appelle dans les autres langues, mais ça, en fait, c'est le yaourt, hein, c'est rien d'autre que le yaourt, tu vois. Et il a voulu, parce que c'est une boisson qu'il aimait beaucoup, oui. Tu vois, qu'il aimait beaucoup au Cameroun. Donc, il a voulu quelque part refaire ça ici, tu vois. Très bien. Il a voulu refaire ça ici et à la base il le faisait juste comme ça, hein. Il mettait dans son congélateur. Quand tu avais envie, il t'en donnait. Après il y avait la demande, il a donc commencé à vendre un peu. Et après, lorsqu'il y avait des événements comme ça, tu vois, il y avait des événements, que ce soit la Volksfest, que ce soit... Donc, il y avait ou bien un anniversaire de quelqu'un, on passait la commande des 100 bouteilles, 200 bouteilles. Je crois que c'était l'année surpassée, lors du challenge, le challenge camerounais, on lui a passé la commande de 1000 bouteilles. Et il a dit qu'il ne peut pas produire. Donc, il est donc allé justement, il s'est renseigné, il est allé vers la mairie pour pouvoir, comme ça, avoir des produits comme le tien, tu vois. Et il a fait face à ce problème de laboratoire parce qu'on lui a dit que tu peux pas placer un truc au supermarché. Et tu fais ça dans ta cuisine parce qu'il le faisait dans sa cuisine, cuisine d'étudiant, tu vois. Donc, je pense que les gens comme lui, ou alors les gens qui ont, peu importe, hein, les gens qui veulent faire un produit fini avec un paquet et qui veulent respecter des normes, tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est très, 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 très important. Oui, pour eux, très important, Donc, et en fait, moi, je comprends bien, je comprends très bien ce que tu dis, l'importance d'aller vers les professeurs, l'importance de faire la recherche. Tu vois, toi, il n'y avait pas Internet et tu utilisais déjà les gros livres de Gelbezeit, mais je sais exactement de quoi tu parles. Je sais que c'est des gros livres, tu vois, un peu. Donc, voilà, faire la recherche, aller vers ceux qui peuvent nous aider. Et ensuite, maintenant, est-ce que tu peux, juste pour pouvoir clôturer cette partie-ci, est-ce que tu peux nous donner finalement le secret? Parce que on a bien compris pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans les cosmétiques. Est-ce que tu peux nous donner donc le secret? Comment tu as fait pour pouvoir finalement faire des produits comme ça où, voilà, on voit la description, on voit les ingrédients, on voit ton adresse, on voit ton site web et c'est légalisé, hein, tu vois, c'est légalisé, tu as le droit de le vendre en Allemagne. Quel est le secret? Juridiquement parlant. Oui, juridiquement parlant, le secret, c'est vraiment d'aller toquer à plusieurs portes. Hein. Beaucoup de jeunes ont d'ailleurs la chance aujourd'hui que les réseaux sociaux ou bien les GAFA, comme on les appelle, Google, Amazon, Facebook et d'autres, ils donnent des informations gratuitement aujourd'hui. Mais avant, il fallait aller chez les professionnels. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, si tu veux bien, on va revenir sur les sous-traitants. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces sous-traitants-là, c'est eux qui ont la responsabilité de la création ou alors de la fabrication de ton produit et toi, tu n'as plus de soucis à te faire? Si c'est le cas, à quel point c'est compliqué ou simple de trouver en Allemagne ou en Europe les sous-traitants qui peuvent produire notre produit, quoi? Oui, comme je l'ai si bien dit, trouver les sous-traitants, de nos jours, c'est pas un grand problème, mais le problème, c'est de pouvoir les payer. Et l'autre problème, le problème auquel j'étais confronté, c'était de donner ou bien de montrer gratuitement une recette familiale, ancestrale, de plusieurs générations.
Et puisque moi j'appartiens à ceux qui disent que voilà, pour faire évoluer l'humanité, pour faire évoluer le monde, pour faire évoluer la communauté, ça ne sert à rien de cacher ce qui est bien. Hein. Si vous faites quelque chose qui est bien et vous êtes sûr que cela va aider les gens autour de vous, n'ayez pas peur de montrer aux autres ou bien de l'utiliser comme idée business. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Comme lui, Douglas a raconté tout à l'heure, hein, ce cousin qui aimait son yaourt et il était sûr que ce yaourt lui faisait du bien. Alors moi, j'avais une recette familiale qui me faisait du bien, qui faisait même que les gens voyaient que je faisais attention à la peau de mon visage. Je me suis dit, bon voilà, si c'est vrai, si ça marche, pourquoi pas travailler avec les autres. Alors, le prix à payer pour moi, en ce temps-là, avait été de montrer une recette familiale, ancestrale, de mon grand-père, hein, herbaliste et médecin traditionnel. Moi, j'insiste là vraiment, parce que avant, ou bien à un moment donné, on les avait maltraités, on les avait traités de sorciers, ou bien des gens de mauvaise foi. Pourtant, c'est faux. C'était des gens qui voulaient aider toute la communauté. D'ailleurs, dans leur rite, il était question vraiment de partager, d'aider toute la communauté, de pouvoir progresser ensemble. Alors, comme j'ai dit, le prix à payer, c'est soit vous dépensez beaucoup d'argent pour réserver un sous-traitant avec qui vous devez signer des contrats. Et dans les clauses du contrat, soit vous dites que voilà, vous n'êtes la seule entreprise qui doit recevoir ce qu'il produit, ce qui n'est toujours pas facile, hein, parce qu'il suffit seulement que pour un produit comme celui-ci, que votre sous-traitant puisse y mettre un nouvel ingrédient qui n'appartient pas à votre recette, alors c'est un nouveau produit. Donc, il faut choisir soit de dépenser inutilement beaucoup d'argent pour déposer une marque qui va être peut-être changée dans les minutes qui vont suivre. Alors, comme je l'ai si bien dit, j'ai montré à mon sous-traitant la recette et à partir de la recette ancestrale africaine familiale, ils ont donc pu amener des éléments issus de la nouvelle science. Et c'est là où je dis, là où je présente François Visage comme la meilleure synthèse entre deux cultures. D'un côté, la culture naturelle, curative, de soins africaine, et de l'autre côté, la haute technologie allemande, made in Germany. Et ça, c'est une belle histoire que j'aime bien raconter. C'est l'histoire de notre Airless Spender, comme les Allemands l'appellent. Il a fallu développer un tube qui pouvait garder l'un des produits les plus délicats au monde. Et bien sûr, hein, l'un des produits les plus nutritifs au monde. Il a fallu donc créer un tube qui pouvait conserver la cosmétique de ce produit ou bien les ingrédients de ce produit pendant très longtemps. Car ce n'est pas un secret de polichinelle. Hein. Tous ceux qui, comme moi, ont grandi en Afrique, dans la forêt équatoriale, savent que l'avocat n'a qu'un cycle très très court. Dès que vous le cueillez, vous avez au trop 3 à 4 jours pour le consommer. Si vous ne le faites pas, alors l'avocat pourrit et a beaucoup de ligaments et devient vraiment inconsommable. C'est même pour cela qu'il y a cette autre anecdote qui disait que bon voilà, les porcs de Bouddha étaient les meilleurs porcs. Pourquoi? Parce qu'on leur donnait beaucoup d'avocats. Alors quand on avait cueilli les avocats, le reste, on ne pouvait pas les consommer. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On donnait aux porcs. Et après, les porcs avaient la meilleure viande. Ce n'était qu'en passant. D'accord.
Donc, je pense que pour ne pas qu'on soit très long, déjà qu'on est, on est en train de... Merci beaucoup à toi pour cette ouverture-là. Je pense qu'on est en train de vivre un moment voilà, vraiment passionnant. Tu expliques beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Donc, je vais faire défiler ton numéro de téléphone et ton adresse email, ainsi que le site web de la page de tes produits, tu vois. Et voilà, les gens pourront maintenant te contacter, vu aussi ton ouverture. Donc, je pense que les gens sont plutôt à l'aise à l'idée de te contacter si jamais ils sont dans le besoin. Donc, je vais faire défiler ton numéro de téléphone, du moins tes contacts daten, comme on le dit en Allemagne. Et puis, voilà, ils vont pouvoir te contacter pour que tu leur donnes plus d'informations. Parce que si tu veux seulement nous dire comment tu as fait pour arriver à ce produit de 0 à 100%, je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Donc, laisse-moi rebondir sur un autre thème. Je pense que les gens qui nous regardent se posent aussi cette question, hein, à savoir, oui, on sent qu'il est vraiment passionné par son produit, il a un très bon produit, son produit est vraiment chic, comme lui, comme son visage. Et pourquoi est-ce que c'est merveille comme ça? Il va le faire en Allemagne. Je t'avoue, pour rester sincère, moi aussi je me pose la question, à savoir, c'est que je suis un passionné d'Afrique. Hein. S'il fallait me donner une seconde nature, un second boulot, je dirais que je me définis comme un passionné d'Afrique, tu vois. Et je me pose toujours la question, chaque chose, chaque innovation que je rencontre, j'essaye toujours de faire le lien avec l'Afrique. Tu vois. Et quand je tombe sur un Africain très riche en culture, comme tu l'as dit en introduction, tu viens de 2 pays. Donc, on parle comme ça des produits, des recettes, tu vois, issus de 2 pays, quoi. Tu vois, un peu. Donc, voilà, tes grands-parents qui ont rapporté ça du Nigeria, tes parents qui ont développé ça au Cameroun, tu vois. Et aujourd'hui, avec la technologie que, comme tu disais, les ingrédients qu'ils ont ajoutés dessus ici en Allemagne, pourquoi ne pas, avec ce savoir-faire, avec ce résultat, pourquoi ne pas te lancer entièrement ou alors en partie en Afrique? Est-ce que ça rentre dans tes projets? Oui, cela rentre dans mes projets. Et pourquoi est-ce que la production ne se fait pas entièrement en Afrique? Je vais être direct avec vous. Avant, j'avais du mal à expliquer cela autour de moi, mais j'ai eu la chance, j'ai fait la connaissance aussi d'un business partner avec qui nous avons lancé ici à Munich un produit dans la nutrition. Et c'est lui, ce jeune, qui m'a dit « Ah, Monsieur François, beaucoup autour de nous ne sont pas prêts. » Alors, quand j'avais commencé avec l'idée de François Visage, beaucoup n'étaient pas prêts. En principe, j'aurais été très content que tout se fasse en Afrique, mais avec l'idée et la manière que je voulais présenter ce produit, nous aurions eu pas mal de problèmes. Ça, c'est 1. 2, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de très excellent ou bien de très bonne qualité, parce que, comme je l'ai dit au départ, le professeur M. Berg, il nous a parlé que les Allemands sont capables de produire tout et ils font toujours la crème de la crème. Et je me suis dit, si c'est le cas, moi j'aimerais aussi faire partie de cette histoire de la crème de la crème. C'est même pour cela que j'ai même dû, d'ailleurs, en ce temps-là, contacter l'un des meilleurs graphistes ou bien l'une des meilleures sociétés de graphisme que l'on avait en Allemagne, qui même d'ailleurs avait aussi eu la fantastique idée, par exemple, d'accepter que je mette un QR code sur mon produit. Et ça, c'était en 2012, quand le produit était sorti déjà en Allemagne avec un code QR. Et autour de moi, les gens se demandaient, ah ben François, qu'est-ce que c'est ce signe que tu mets sur le produit? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Alors j'étais obligé de leur expliquer la genèse ou bien l'histoire du QR, qui est une histoire très longue que je vais vous épargner aujourd'hui. Mais la belle idée, c'était que il y avait une jeune fille qui travaillait chez Apple ici à Munich,
Je lui ai dit que bon voilà, j'étais dans un meeting, quelqu'un a parlé d'un signe qu'on trouvait sur des produits. Et alors comment est-ce que je peux faire cela? C'était quand la seule application de lecture des QR codes s'appelait Barco, avec une forme afro, avec de l'afro. Pour ça, c'est pour gens, les accros du business qui s'y connaissent. Il y a très longtemps, c'est une vieille histoire. Et voilà, on a eu ça qu'on a mis sur le produit. Et en plus de cela, je voulais vendre mon produit en Allemagne. Et pourquoi excuse-moi de t'interrompre, oui. Pourquoi spécialement en Allemagne? Est-ce qu'on doit comprendre qu'en Afrique, il n'y a pas la compréhension, la technologie et le marché qui va avec? Est-ce que c'est ça la raison, ou alors c'est juste que tu veux d'abord mettre tes bases en Allemagne et t'élargir un peu plus avec le temps? Exactement. Et Douglas, c'était aussi ça l'idée dans la tête. Car après les explications du professeur à l'école, non, à l'académie d'industrie et de commerce, il avait aussi expliqué quelque chose, hein, comment partir des petits moyens pour pouvoir agrandir son marché. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux partir du fait d'être François pour pouvoir faire un produit magnifique? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait utiliser ce qui existait déjà dans le marché. Et ça, c'était quelque chose qu'on nous avait expliqué dans l'académie d'industrie et de commerce, que je n'avais jamais compris dans une université, hein, parce qu'en passant, j'avais déjà fait l'université de Ngouaikele, l'université de Nsouka, de Saarbrück, la LMU ici à Munich, et même l'université de Stuttgart. Mais jamais on ne m'avait dit qu'on peut partir des moyens très simples pour créer un grand projet. Et pour ce faire, il faut utiliser ce qui existe déjà dans le marché. Je vous donne un petit exemple. Vous voulez tailler des gazons, mais vous n'avez pas de machine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux aller voir une entreprise ou bien un monsieur qui est déjà dans le métier depuis très longtemps. Il va vous donner des conseils et vous dire quel tracteur est-ce qu'il faudra utiliser pour avoir les meilleurs gazons. Et si vous dites que vous allez le faire vous-même, vous allez faire plusieurs études, vous allez faire plusieurs parcours, et cela prend du temps et aussi beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un qui veut, prenons le frère par exemple, qui a fait son yaourt, son croissant, est-ce que s'il veut lancer son produit, toi tu le conseillerais de lancer son produit en Afrique avec le packaging qui va avec, ou alors on voit, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui de jour en jour en Afrique qui sortent avec des produits avec le packaging qui respectent vraiment les normes internationales, tu vois. Là c'est vraiment plus un problème de nos jours. Est-ce que si pour toi, ou alors si pour le frère qui fait son yaourt, il veut lancer à grande échelle, tu le conseillerais de lancer d'abord dans son pays de résidence ou alors en Europe avant d'aller plus tard en Afrique? Parce que ça peut faire sens, hein? Ça peut aussi faire sens de dire que concentre-toi d'abord sur le marché européen, peut-être parce que c'est plus facile, peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus curieux, tu vois, de c'est quel produit, est-ce que ça peut répondre à mes besoins avant de te lancer dans un marché, on va dire africain plus tard, qui est peut-être éventuellement un peu plus compliqué. Oui. Alors je vais prendre mon expérience et expliquer aux jeunes frères ce que j'avais comme idée dans la tête. En principe, je m'étais dit qu'il fallait que je garde ça pour mon livre d'entrepreneuriat que je vais sortir, j'espère, très bientôt pour la prochaine génération. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté en tant qu'enfant de commerçant et d'un photographe professionnel? J'ai constaté que les produits africains avaient une mauvaise image ici en Europe. Cela venait de la documentation, de ce que les gens regardaient à la télé. J'ai toujours cette anecdote que je raconte autour de moi. J'ai toujours dit, chaque fois quand on parle de ce qui est bien, on montre les autres, mais quand on veut montrer un mauvais exemple, on tourne la caméra immédiatement, on montre toujours les Africains.
Pourtant, c'est faux. Parce que je me prenais comme exemple. Au boulot, j'essayais de donner toujours le meilleur de moi-même. Et les gens autour, vous le voyez, il y avait même des gens qui ne m'avaient jamais vu, mais qui venaient me dire, ah, monsieur, vous faites un travail excellent. Je vous ai observé depuis très longtemps. Super. Des gens qui voyageaient un peu partout dans le monde et qui venaient me dire que je faisais un travail excellent. Et je me suis dit, bon voilà, si c'est ça le problème, alors je vais commencer d'abord par entrer en production en Allemagne et essayer aussi de donner de la valeur aux produits africains. Et après que nous nous serons imposés aussi comme des gens qui peuvent produire quelque chose de sensationnel, alors nous irons maintenant en Afrique produire et dire aux gens, vous pouvez nous faire confiance, même aussi chez nous en Afrique, nous avons aussi les meilleurs producteurs. Alors ça, c'est le conseil que je donnerai aux frères. Hein. Si c'est possible, commence avec ton yaourt ici, peut-être à bas échelle. Si les gens autour de toi sont convaincus que ton yaourt leur fait du bien, maintenant, tu peux aller le produire en Afrique, car la production en Afrique te fera doubler, tripler et même centupler le bénéfice. Car, comme nous le constatons ces dernières années, beaucoup de gens vont en Afrique. Il n'y a que nous, les Africains, qui croyons que voilà, l'Afrique est mauvaise ou quelque chose comme ça. C'est faux. Ah, il faut avoir ce courage. Mais pour cause d'image, surtout si c'est un produit de haute gamme, il vaut mieux d'abord commencer ici. Quand le produit aura atteint une certaine reconnaissance ou bien une certaine acceptation, alors on va produire en Afrique. Et by the way, j'en profite même pour dire que mon meilleur élève produit même déjà en Afrique et ce qu'il fait avec moi là-bas, c'est quelque chose de sensationnel. Hein. Nous sommes les gens qui avons lancé Camp Chips. Camp Chips, c'est vraiment une histoire d'amitié et de partenariat dans le business sensationnel. C'est Willy Camden, le premier, qui vint chez moi pour me dire, coach, ce que tu fais là, c'est vraiment sensationnel. J'aimerais savoir comment tu arrives à produire des choses excellentes. Alors, j'ai donc raconté toute l'histoire de François Visage à mon partenaire Willy. Et la bonne nouvelle, c'est que à travers Willy, François Visage est aussi disponible au Cameroun, à Douala et à Yaoundé. À Douala, vous trouverez François Visage, par exemple, dans la petite boutique de la Therme, à Bounamoussadi. Vous trouverez aussi cela dans les enseignes de Santa Lucia, dans aussi 2 pharmacies et chez bien d'autres partenaires. D'accord. Donc, merci beaucoup. Hein. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Et tu fais bien de dire déjà les points de distribution. On peut trouver tes produits parce que moi, j'allais entrer un peu déjà dans ce domaine-là. Ça fait combien d'années exactement? C'est depuis 2012, c'est ça? Exactement. Depuis 2012 que tu as lancé tes produits. Donc, je suppose que en 11 ans aujourd'hui, tu as déjà battu peut-être quelques records sur le plan financier. Est-ce que pour tous ceux qui nous regardent jusqu'ici, ils peuvent imaginer qu'il y a de l'avenir dans ce domaine, dans le domaine cosmétique? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes chiffres, de tes scores? Oui. Voilà, dans le domaine cosmétique, il y a vraiment de l'avenir. Pourquoi? Parce que dès la naissance jusqu'à la mort, on aura toujours besoin des produits cosmétiques. Il y a des gens qui pensent que la cosmétique a une connotation négative. C'est faux. Si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, alors je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une journée que vous avez passée sans vous laver avec un savon? C'est de la cosmétique. Si vous voulez prendre soin, que ce soit de vos orteils jusqu'aux chevelures, vous avez besoin des produits de soins, vous avez besoin de produits cosmétiques. Et la bonne nouvelle, c'est que tous ces produits, vous les trouvez derrière
nos maisons en Afrique, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui est né à Mandio, la grande partie des ingrédients que vous avez dans ces produits grandissent en Mandio. Il n'y a que quelques produits que l'on a ici en Europe, mais vous savez la petite histoire, hein, tout ce qui grandit en Europe en été peut aussi grandir en Afrique. Ça serait peut-être l'objet de notre interview, où je vais vous expliquer beaucoup d'autres histoires, comme l'histoire que j'ai aussi pêchée, hein, du professeur Pougala. La question que je pose à la plupart des gens ici, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle le tournesol, why do we call it sunflower? Même en allemand, hein, ça s'appelle Sonnenblumen. Et quand vous allez décrypter l'histoire du tournesol, vous comprendrez que tous les produits cosmétiques dont nous avons besoin poussent chez nous en Afrique, du moins dans notre zone équatoriale. Vous pouvez vous rassurer que dans la cosmétique, on se fait un peu de pognon, ne serait-ce que pour avoir ce qu'on a dépensé dans la production. Ici, on a de la chance d'avoir un grand public qui est prêt à débourser de l'argent pour un produit de haute gamme. Alors, vraiment, je vous rassure que vous n'allez pas regretter si vous entrez dans la cosmétique. Le produit moins cher, le produit le plus moins cher parmi tous ces produits coûte combien? Oui, voilà, c'est notre François Visage Gesicht Wasser que nous proposons ici en Allemagne à 15,85 €. Et s'il faut donc monter la pente, nous avons notre gommage François Visage Gesicht Peeling qui coûte 17,90 €. Et ensuite suivent nos deux premiers produits, hein. Le tout premier, c'est François Visage Gesicht Masque et François Visage Gesicht Crème qui coûte 29 € ici. Est-ce que c'est pas un peu cher? Oui, c'est un produit de haute gamme. Pourquoi de haute gamme? Parce que derrière ces produits se cachent beaucoup de dépenses à la production. Et l'idée derrière tout cela, c'était de pouvoir créer de la valeur pour pouvoir partager de l'argent. Ce n'est pas François qui s'enrichit quand vous achetez un produit François Visage, mais c'est tous ceux qui, de près ou de loin, travaillent avec moi. Je suis un peu comme ce que les Allemands appellent ici, hein, le tireur de ficelle, quoi. Ça veut dire que ton objectif justement, ton objectif premier, c'est pas seulement de t'enrichir toi seul, mais d'enrichir aussi les mamans ou les papas qui travaillent dans les champs où on fait des avocats et les abricots et tout. C'est ça, si j'ai bien compris. Exactement. Et c'était vraiment ça, d'ailleurs, la quintessence de mon parcours entrepreneurial. Ouais. Comment donner de la valeur à quelque chose de très banal ou bien quelque chose qu'on pensait ne pas avoir de valeur. Par exemple, quand un avocat pourrit après 3 jours, alors cet avocat n'a pas de valeur. Mais rendez-vous compte, moi et mes chercheurs, mon laboratoire, les gens qui travaillent avec moi, nous avons pu prolonger la durée de vie d'un avocat à jusqu'à 3 ans. Ça, c'est incroyable. Jusqu'à présent, je continue à être ému quand j'en parle. Car grand-père aurait été très content de comprendre que, bon, voilà, ce que l'on utilisait, après on jetait, son petit-fils a pu faire ce que l'on puisse l'utiliser pendant 3 années. Et cela rejoint aussi ce que je véhicule autour de moi, hein, trouver l'équilibre naturel en transformant ce qui grandit derrière la maison, en gardant notre nature et aussi en passant à la transition économique, écologique que je prône depuis très longtemps. D'accord. Donc, on arrive déjà au terme de cette interview. J'ai vraiment pas vu le temps passer. C'était très passionnant. Tu es plutôt bon orateur. Hein? J'espère que vous allez suivre Douglas, hein, parce qu'il y aura des belles histoires. Il y a beaucoup d'autres histoires que je ne vous ai pas racontées.
tout autour de ceci. L'histoire avec mon cousin qui est aujourd'hui un grand médecin aux États-Unis. L'histoire avec ma grande sœur quand elle m'avait donné un sac d'avocat quand j'étais rentré à la maison chercher de l'argent de poche que je croyais que papa avait envoyé depuis le Cameroun. Et bien d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup François. On va voir. Ce qui est sûr, on est là. Et pour cette année, je suis encore en Allemagne jusqu'en novembre, jusqu'à mi-novembre. Mais après, en février, je suis encore disponible. On va voir en fonction de la demande des abonnés, si on va faire un live, si c'est qu'on va les rediriger vers ta page YouTube. On va voir ce que ça va donner. Donc, merci beaucoup pour ton ouverture. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les 5-10 années à venir? Merci beaucoup Douglas, merci d'être venu, merci de m'avoir donné cette opportunité et merci surtout de la synergie qu'il y a entre nous. Au départ, c'était difficile de convaincre même les amis de pouvoir travailler avec moi. Là, j'ai même d'ailleurs encore une très belle anecdote que je vais raconter prochainement avec mon copain à qui j'avais fait cadeau du tout premier exemplaire de François Visage qui avait coûté 800 €. Alors, vraiment, une très belle histoire. Alors, tout ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que le projet FGG, François Goes Green, puisse continuer. Ça a commencé il y a très longtemps. C'est une histoire, comme j'ai dit, une histoire familiale. Je ne fais que transmettre un héritage familial, mais d'une autre manière, avec la nouvelle technologie, avec les gens comme Douglas qui nous permettent de faire usage du digital pour pouvoir répandre l'histoire ou bien raconter la vraie histoire de nos grands-parents, de nos familles, pour aussi que nos enfants puissent avoir l'opportunité de développer. Alors c'est ce que je souhaite, que mon fils, ses enfants, mes frères et sœurs, les gens autour de moi puissent continuer. Et pour ce qui est de l'avenir, nous comptons bientôt aussi aller en Côte d'Ivoire et aussi nous répandre dans la sous-région Centrafrique, la Centrafrique, quoi. Ouais. D'accord. Donc, merci beaucoup à toi, François. On a vraiment arrivé au terme de cette interview. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que ça vous a parlé parce que j'ai appris au même moment que vous toute l'histoire. Je connaissais déjà François avant, mais je ne le connaissais pas. Voilà, je ne connaissais pas exactement l'histoire derrière ces produits. Et comme vous pouvez voir François comme ça, c'est comme ça qu'il est dans la vraie vie. Même quand on est au football. Juste parce qu'au football, dans le club de football, où je suis plus très présent, je crois que ça se voit. Mais le club de football où je jouais justement avec François était le coach et il avait toujours cette manière non africaine, je vais dire ça comme ça, de faire la chose. Il faut que tu comprennes l'histoire qu'il y a derrière la passe. Il ne faut pas que tu fasses une passe juste pour faire, il faut que tu comprennes vraiment le dosage, à quelle position est-ce que tu dois faire la passe, en intérieur, en extérieur. C'est vraiment comme ça. Donc, comme vous l'avez vu, c'est comme ça qu'il est. C'est quelqu'un de très ouvert. J'espère vraiment qu'il vous a appris beaucoup de choses. J'espère que sa vision par rapport aux cosmétiques, donc que le cosmétique, c'est pas juste de remplir les machines avec des produits chimiques, c'est vraiment une histoire héréditaire, des connaissances héréditaires. J'espère que ça vous a beaucoup touché. Si vous avez des questions, vous pouvez le contacter directement. Je fais encore défiler son numéro de téléphone. Je pense qu'avec le numéro de téléphone, c'est beaucoup plus facile. Et si vous avez un avis, vous avez quelque chose, vous voulez me dire ce que vous avez pensé de l'interview, si vous voulez que je revienne vers lui pour un live, pour une autre interview, faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, ne quittez pas sans vous abonner si ce n'est pas encore fait. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.